Moi, si j'ai bien une qualité, c'est que je fais jamais de faute d'orthographe. Faux! Les gens qui écrivent bien, ceux qui font pas de faute d'orthographe, ils aiment bien te foutre la honte en lisant et en corrigeant ce que t'as écrit. Légumes. Accent aigu et légumes. Soupe. Mais t'as écrit soupe avec 5 P! Heureusement qu'il existe les claviers d'ordinateur. Chaque fois que je fais une faute, je sors la même excuse. Non, je pense que ça doit juste être une faute de frappe. Chose que tu peux pas faire quand t'écris avec un stylo. Ah non, je pense que ça doit juste être une faute de stylo. Bon, on a le droit de se moquer des gens qui font des fautes. Voilà, c'est bon enfant. Sauf dans un seul cas, où c'est absolument interdit. Oula, mais y a que des fautes. Comment tu sais pas écrire, mec? Ouais. Mais c'est parce que je suis dyslexique. Ah, désolé, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai un profond respect pour toi et ta famille. Je suis dyslexique. Franchement, j'ai tellement entendu que j'ai l'impression que tout le monde est dyslexique. Faut arrêter avec la dyslexie. J'ai l'impression que quand t'es dyslexique, tu peux le dire à toutes les sauces, ça passe. T'arrives même pas à soulever l'étagère. Oh, ça va! Je suis dyslexique, ok? Ce sketch humoristique de Norman prête à sourire. Mais en même temps, il est le révélateur d'une double réalité. D'une part, de la prise de conscience que certaines difficultés scolaires ne résultent pas uniquement du manque de travail ou des origines sociales des élèves. D'autre part, que ces troubles 10, comme la dyslexie ou la dyspraxie pour ne citer qu'eux, sont parfois l'objet d'une relative perplexité de la part de l'opinion et conduisent tantôt le corps enseignant à critiquer une ingérence du corps médical dans les pratiques pédagogiques. Nous avons voulu en savoir plus à propos de ces troubles 10 et c'est pourquoi nous nous sommes rendus début octobre à la deuxième journée des 10 qui se déroulait à Saint-Marcel en Saône-et-Loire à l'initiative de l'association Pluradis. À l'occasion de ce reportage, nous avons pu écouter et rencontrer divers protagonistes de la prise en charge de ces troubles, qu'il s'agisse d'orthophonistes, de neuropédiatres, d'ergothérapeutes, de psychologues, d'enseignants, mais également nous avons pu recueillir le témoignage de personnes atteintes de ces troubles 10, ainsi que de leurs familles. Quels sont ces troubles? Comment se manifestent-ils? En quoi gênent-ils les apprentissages? Comment cela est-il vécu à la maison? Autant de questions auxquelles nous avons tenté de trouver des réponses. On va dire que la dyslexie, c'est vrai qu'on va parler en mots simples parce que la définition scientifique évolue. Sophie Saltarelli, orthophoniste et présidente de l'association Pluradis. Donc en plus, si vous prenez la définition d'il y a 3 ans, c'est plus la même que celle d'aujourd'hui. Donc on va dire qu'en termes très simples, c'est quand un enfant qui soit petit en âge de lecture quand même, puisqu'on parle de la dyslexie. Donc en France, l'apprentissage de la lecture, c'est CP, CE1. Donc du coup, on ne va pas pouvoir parler de dyslexie avant la fin du CE1, puisqu'il faut déjà qu'il ait appris à lire. Mais par contre, on peut aussi découvrir une dyslexie au collège ou au lycée. Donc c'est quand un jeune présente des difficultés de lecture qui sont significatives. Significatives, ça veut dire c'est pas juste j'écorche un mot ou je saute une ligne. C'est vraiment de façon prépondérante, importante. Donc on mesure ça avec des écarts d'âge ou ce qu'on appelle des écarts types aussi par rapport à la moyenne. Alors ces difficultés sont donc significatives, mais elles sont durables malgré une intervention spécialisée. Donc en France, c'est l'orthophonie. Voilà. Donc un enfant qui présente des difficultés d'apprentissage de la lecture après 6 mois d'intervention orthophonique, en dehors de toute difficulté sensorielle évidente qui l'empêcherait de lire. Alors on peut être myope et avoir une dyslexie, mais enfin si on a vraiment un gros trouble visuel et qu'on n'arrive pas à orienter notre regard sur les mots, on n'a pas une dyslexie du coup. Donc voilà, cet enfant qui a des difficultés significatives, persistantes, malgré 6 mois de rééducation orthophonique, et qui n'a pas de troubles sensoriels massifs en amont, et qui présente quand même des capacités d'apprentissage dans d'autres domaines, alors on peut s'interroger sur l'existence d'une dyslexie. Alors comment on va le voir, cette dyslexie? Au quotidien, les enseignants et les parents, ils voient un enfant qui saute des mots, qui lise que le début du mot, qui va inverser des lettres. Les pe vont devenir des be, on parle des confusions, pe, be, te, de, f et v, parce que ce sont des sons proches que l'enfant peut confondre. Mais il y a des confusions aussi dites visuelles, m, ne, le be et le de, parce que c'est l'orientation de la lettre.
On va avoir des groupes de consonnes comme dans les tra, cra, voilà, une des deux consonnes qui est mal décodée. On va avoir un enfant qui va lire de façon très annonnée, par exemple. Ça peut aussi être ça, un enfant qui décode bien, mais quand on l'interroge, il n'a rien compris. Et en fait, quand on lui lit à l'oral, il comprend très très bien. Donc, vous voyez, c'est cet écart de performance entre la présentation orale et la présentation écrite. On peut aussi avoir un jeune, donc ça c'est ceux qui passent à travers les mailles du filet à l'école primaire, un jeune qui finalement lit plutôt pas mal, arrive bien à décoder, comprend bien, puis quand il arrive en 5e, 4e, on voit qu'il finit jamais. Systématiquement, il n'a pas le temps de finir, on dit qu'il est lent, qu'il n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Alors je dis pas que tous les élèves qui sont lents et qui sont un peu tête en l'air sont dyslexiques, mais voilà, on peut s'interroger quand un élève qu'on voit qu'il y a des performances, qu'il y a des aptitudes, et puis qu'arrivé à un certain niveau de classe, à chaque fois qu'il est en situation face à un texte à l'écrit, n'arrive pas à traiter l'information, est trop lent, on peut s'interroger si justement il n'y a pas un problème d'automatisation de la lecture, parce qu'en fait, tous ces signes-là, in fine, ça signe ce qu'est vraiment la dyslexie, c'est un trouble de l'automatisation du décodage et de l'accès à la compréhension en lecture. C'est-à-dire l'enfant décode, l'enfant peut comprendre, mais ça ne se fait pas automatiquement. Ça lui demande systématiquement un effort et pendant ce temps-là, il n'est pas en train de mémoriser et de comprendre. Donc il doit relire 2 fois, 3 fois. Voilà. Ça, c'est pas normal. Quand on arrive à partir du CE2, on est capable de lire une phrase ou un texte sans trop réfléchir au mécanisme de décodage. Et en même temps, on comprend et en même temps, on retient ce qu'on a lu. Voilà. Très bien. Et alors jusque dans les années 90, on parlait de différentes formes de dyslexie. Que dit la recherche désormais? Alors la recherche aujourd'hui est un petit peu complexe, on va dire. Il y a plusieurs hypothèses sur les origines de la dyslexie. Alors il y a une portion d'un gène qui a été retrouvée, mais c'est des études encore assez embryonnaires. Donc bon, voilà, ça c'est un niveau plus étiologique, on va dire, sur l'origine vraiment en amont de la dyslexie. Après, on peut discuter des origines, on va dire, cérébrales de la dyslexie, de quels sont les mécanismes dans le cerveau qui entraînent ces formes de troubles d'automatisation de la lecture. Alors il y a plusieurs courants de pensée. Il y a un courant notamment sur les théories cérébelleuses, parce que le cervelet est vraiment en lien beaucoup dans tout ce qui est automatisation de nos mouvements, les mouvements des yeux, les mouvements de la bouche, les mouvements de notre corps, de la respiration. Et c'est vrai que quand il y a un trouble sur le cervelet, une anomalie du cervelet, ça va entraîner des problèmes d'automatisation dans la coordination de ces mouvements. Or la lecture, c'est avant tout des mouvements des yeux qui se baladent de mot en mot. Et ensuite, il faut acquérir un code. Donc, il faut que ça se balade de lettre en lettre. Et puis ensuite, ces lettres, il faut les transformer en un son. Puis ces sons, après, il faut les réassembler de façon rapide, automatique, pour que ça active un sens dans la tête. Voilà, un lexique dit. Ensuite, ça constitue un lexique dit orthographique. Donc cette première théorie, dite cérébelleuse, expliquerait le problème d'automatisation de la lecture, et donc ça implique un certain traitement, notamment dans le traitement des mouvements des yeux. La fameuse fenêtre visio-attentionnelle aussi. Voilà, ça rejoint un peu les mêmes théories, même si ce sont des auteurs différents. Après, il y a l'autre théorie dont on a beaucoup parlé effectivement dans les années 80-90, qui était la théorie phonologique, avec beaucoup de travaux de recherche sur la phonologie. Mais en fait, ça, alors ce n'est pas faux, c'est complètement vrai, les désordres phonologiques et de conscience, de traitement des sons qui sont présents comme déficitaires chez les dyslexiques. Mais c'est un étage inférieur, ce n'est pas l'étage d'explication. Donc en fait, vous pouvez avoir un trouble phonologique, ça n'explique pas pour autant d'où vient ce trouble phonologique. Vous voyez, donc c'est pour ça que la recherche a continué à avancer pour essayer de comprendre d'où venaient vraiment les mécanismes qui se répercutaient ensuite sur la phonologie. Voilà. Donc du coup, on parlait avant, on en parle toujours, de dyslexie phonologique, dyslexie de surface ou dyslexie lexicale, et du coup mixte quand on a un peu les deux. Et puis il y a une troisième forme de dyslexie qui est la dyslexie visio-attentionnelle, qui rejoint donc le concept de la première école de pensée. Voilà. Donc finalement, quand on suit le développement de la lecture dans la tête d'un enfant qui n'a pas de dyslexie, effectivement, il passe. Donc c'est le modèle du Tafrit, du développement de la lecture. Au début, on a une lecture très alphabétique, avec un codage. On sait maintenant, et Monsieur Dehaene, Stanislas Dehaene, qui est au Collège de France, qui tient la chaire de neuropsychologie, il a très bien montré dans son livre Les neurones de la lecture, qu'il faut un apprentissage absolument explicite des codages. Ensuite, deuxièmement, un entraînement très automatisé
pour pouvoir justement se dégager des contraintes de ce codage pour accéder enfin au 3e niveau qui est le niveau orthographique, c'est-à-dire un stock de mots qui fait directement du sens. Donc effectivement, si vous êtes entravé dès le 1er niveau, dès les codages, eh ben, ça va être compliqué d'accéder au niveau suivant, ce qui est un petit peu la pensée avec laquelle fonctionne l'école, hein, que quand on n'a pas atteint le stade 1, c'est compliqué d'aller au stade 2. Alors, quand on est dyslexique, on reste dyslexique. Donc, on ne va pas attendre que vous ayez atteint un codage parfait pour vous présenter des mots, parce que sinon, tout le développement de la lecture va être entravé. Alors, c'est pour ça qu'on dit, on a une dyslexie mixte, parce que tout est un peu difficile. Mais là où on peut faire progresser les enfants assez rapidement, c'est justement s'il y a une forme de dyslexie qui touche vraiment le codage déjà de façon primaire, on va essayer de tout de suite mettre en œuvre l'identification globale des mots pour essayer de contourner le problème et le faire accéder de façon valorisante et marquée de réussite, l'accès à ce fameux décodage de la lecture qui fait du sens. Et en parallèle, travailler au codage. A contrario, si vous avez un enfant qui n'a pas de problème pour coder les lettres et les sons de la langue, mais qui n'arrive pas à enregistrer, à lire automatiquement le mot de façon complète, on va au contraire utiliser des stratégies où on passe par le codage et puis en parallèle on travaillera en restauration, donc en rééducation orthophonique, l'accès à la représentation globale du mot, élargir sa fenêtre dite visio-attentionnelle par exemple. Donc c'est vrai que la forme, au-delà des étiquettes qui sont peut-être un peu compliquées pour le grand public, ce qui est important c'est une fois qu'on a dit qu'il y avait une dyslexie, de connaître précisément le fonctionnement de l'enfant avec cette dyslexie. Connaître aussi ses leviers, ses performances. Si vous avez une dyslexie puis que vous avez un faible stock lexical à l'oral, que votre langage oral est peu développé, on va pas avoir du tout le même profil d'enfant et les mêmes compensations qu'un enfant qui a une dyslexie mais qui compense excellemment bien par son niveau de langage oral. Voilà. Donc, faut aussi s'appuyer sur les points forts de l'enfant. Est-ce que sa logique, son raisonnement, et aussi les conditions environnementales, familiales, les milieux d'enseignement. Voilà. Donc c'est une fois qu'on a dit que l'enfant est qu'une dyslexie, en fait, on a dit un peu, mais on n'a pas encore tout dit. Il faut regarder aussi tout le reste autour. Vous êtes sur Radio Prévert 105.9 FM. Au-delà de la définition de ces troubles, il y a un vécu, un quotidien, quasi toujours synonyme de labeur, de galère et d'échec, débouchant sur un malaise qui laisse des traces psychologiques pour ces personnes atteintes, mais également pour leur entourage. Illustration. La dyslexie et la dyspraxie, du coup, c'est pas pareil. Anne Bissardon, présidente de l'association TAL, trouble des apprentissages louannais. Parce que la dyslexie, ça concerne beaucoup plus mon mari d'ailleurs, qui est pourtant adulte, mais qui, du coup, a du mal à lire, qui ne fait pas un écrit sans venir me le montrer pour que je corrige les fautes. C'est cette dépendance-là au quotidien, avec en plus, je pense, je le vois, c'est un déficit au niveau de la culture, tout ce qui est bouquin, tout ce qui est, tout ce qu'on garde, tout ce qu'on gagne à lire et qui n'est pas accessible. Maintenant, ils le sont grâce aux bouquins enregistrés, mais il y a une époque, par exemple, pour Thierry, non, il y a des choses qu'il n'a pas eues, parce que c'était trop compliqué pour lui. Et aujourd'hui, des grands textes trop longs, c'est difficile. Ça lui prend beaucoup plus de temps qu'à nous. Donc ça, c'est le quotidien du dyslexique. Le dyspraxique, c'est...